Bien, bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à différents aspects chimiques du mercure. Donc le mercure est une exception au sens où c'est un métal liquide et non solide. Alors cet exercice est extrait, encore une fois, de la banque d'oral de Centrale Supélec en filière TSI, est disponible sur le site, là, l'énoncé exact est disponible sur le site de l'école centrale Supélec. Euh, on commence par vous demander la configuration électronique du mercure. On vous indique que le numéro atomique du mercure faut Z égale 80. Donc exceptionnellement, je vais me permettre de faire quelques rappels parce qu'il faut aller un petit peu loin, un peu inhabituellement loin. Donc on se rappelle que le nombre quantique principal n est dans n étoiles. Ensuite, le nombre secondaire ou orbital L est entre 0 et n-1, donc il peut valoir respectivement 0, 1, 2, 3, etc. Et les nombres qu'on associe sont S, P, D, F. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité pour chaque valeur de L d'avoir 2L plus une case quantique. C'est les valeurs de M qui vont être situées entre moins L et L. Et dans chacune des cases quantiques, vous pouvez placer au plus deux électrons de spin opposés par case. Ensuite, l'idée c'est qu'on remplit à n plus L croissant. Et à n plus L constant, on remplit à n croissant, donc ce qui traduit aussi les, les, les flèches que j'ai fait en bleu ciel traduisent des n plus L égale constante. Hein. Si vous préférez, n égale constante moins L, d'où la forme selon la parallèle à la première à la seconde bisectrice, pardon. Et ensuite, eh bien, la montée en n progressive. Bon, c'est un tableau dont vous avez l'habitude. Simplement, ici, on va être obligé d'aller jusqu'à F. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, d'accord. On va devoir aller jusqu'à la sous-couche F, en particulier la 4F, d'accord. Donc, pour F, apparaîtra à n égale 4, parce que à n égale 4, vous pouvez avoir L égale 3. Et donc, pour L égale 3, vous avez 2 fois 3 plus 1, 7 cases quantiques, pouvant chacune contenir 2 électrons. Donc, pour la sous-couche 4F, on pourra avoir jusqu'à 14 électrons. Voilà, c'était un petit peu là, pas la nouveauté, mais enfin, c'est un peu inhabituel. Donc ensuite, bon, ben, en utilisant l'ordre de remplissage indiqué ici, on obtient déjà en structure interne la structure du xénon. Et ensuite, on termine pour arriver à 80. Et c'est là qu'on fait apparaître la couche 4F, ensuite 5D et le 6S qui était avant, enfin le 6S, 4F, 5D. Et donc après, si on réorganise en 4, 5, 6, on obtient 4F14, 5D10 et 6S2. Et arrivé ici, on a obtenu les 80 électrons. Alors ensuite, sur les numéros, sur les nombres d'oxydation stables du mercure, bon, bah, vous avez forcément le 0, enfin, je ne vais pas redire, mais enfin, vous avez forcément le nombre de degrés d'oxydation 0, bien sûr, qui est une possibilité, c'est le mercure à l'état atomique. Ensuite, on peut penser, bien sûr, au degré d'oxydation plus 2, qui correspondra où vous avez la couche S entièrement vidée, donc vous aurez des sous-couches qui seront pleines ensuite, et on peut penser aussi à la sous-couche demi-remplie avec un plus 1, comme ceci. Disons qu'ensuite les autres orbitales 4 et 5 seront sûrement trop enfoncées en énergie pour qu'on puisse arracher d'autres électrons. Donc à part le degré d'oxydation 0 pour le mercure, on peut penser qu'on peut éventuellement trouver le mercure au degré d'oxydation 1 ou 2, enfin peut-être au départ 2 et peut-être aussi 1 dans les structures. Voilà, c'est ce qui apparaît en fait par la suite. Alors ensuite, on va s'intéresser essentiellement à des questions autour du diagramme potentiel pH avant de passer à de la cinétique chimique. Euh, donc pour le diagramme potentiel pH qui est construit ici, on vous indique que la constante de travail, alors c'est la concentration totale en éléments mercure en solution. Donc je vais raisonner en fait l'énoncé par les concentrations totales en mercure. Hein. Je vais me baser moi en considérant que c'est la concentration totale en éléments mercure en solution. On y reviendra tout à l'heure. On vous indique qu'il y a quatre espèces, donc le mercure liquide, l'oxyde de mercure ici, et puis des ions du mercure au degré d'oxydation 2, le mercure 2 et mercure 1, d'accord, Hg2 2+, et Hg2 2 2+. Voilà.
Et enfin, on vous indique que les frontières pour les espèces en solution sont la convention qu'on va choisir de frontière, c'est l'égalité des concentrations à la frontière pour les espèces en solution. Donc ça, c'est une convention, d'accord, qu'on choisit. On pourrait choisir autre chose. Voilà. On pourrait choisir une égalité en éléments mercure, mais ici, on choisit comme condition l'égalité des concentrations. On y reviendra pour trouver plus tard les potentiels standards. Alors dans un premier temps, il faut essayer d'associer les espèces et les domaines. Bon, ça reste encore assez abordable. Donc simplement, on constate bien que on va regarder les nombres d'oxydation du mercure. Donc nombre d'oxydation du mercure. Alors, eh bien, dans les structures, donc à l'état disons atomique, enfin à l'état liquide, on aura le nombre d'oxydation du mercure qui vaudra bien sûr 0. Dans l'oxyde, nombre d'oxydation du mercure vaudra plus 2 si on attribue bien sûr moins 2 à l'oxygène. Dans le cas de l'ion 2 plus le nombre d'oxydation du mercure également plus 2. Et dans la dernière structure ionique, comme ceci, 2 plus le nombre d'oxydation de Hg, eh bien en fait vous avez 2 plus mais partagé en 2, donc c'est plus 1. Voilà, donc on retrouve finalement les 3 degrés d'oxydation dont on avait parlé précédemment. Alors maintenant il ne reste plus qu'à les positionner. Donc bien sûr on positionne par degré d'oxydation croissant quand on monte en potentiel. Donc il y a bien sûr ici le mercure à l'état métallique, liquide. Ensuite, à l'état d'oxydation 2, on a deux options. On a ça à l'état d'oxydation 2. Bon, sans surprise, vous allez forcément l'élément ion métallique en milieu acide et vous avez l'oxyde en milieu plus basique. On le reverra tout à l'heure en écrivant l'équation. Donc bien sûr, cette espèce-là en milieu acide, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment d'hésitation, il faut juste indiquer que, bien évidemment, comme pour les autres métaux que vous avez vus, les ions, c'est toujours, enfin l'ion métallique, c'est toujours en milieu acide et l'oxyde en milieu plus basique. On le reverra tout à l'heure quand on écrira une équation entre ces deux espèces. Donc on aura forcément ici, voilà, et finalement l'oxyde de mercure qui va se situer ici. Et forcément, la dernière espèce, ça devient degré d'oxydation 0, degré d'oxydation 1 et degré d'oxydation 2. Donc voilà pour la dernière espèce. Voilà pour la position. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Il faut quand même donner une petite explication à chaque fois, mais là, ça semble quand même suffisant. Bien distinguer, juste une explication pour bien expliquer la position de ces deux entités qui ont même degré d'oxydation. Voilà. Donc maintenant, quelques questions qui vont s'enchaîner sur le diagramme de potentiel pH. Alors, on vous demande quelques potentiels standards de couple. On commence par ce premier couple. Donc, j'ai commencé par écrire la demi-équation. Vous voyez, sans surprise, on passe ici le mercure au degré d'oxydation 2, là au degré d'oxydation 1. Mais vu qu'on a deux mercure, d'accord, deux éléments mercure, forcément, il y a deux électrons échangés, deux fois un électron qui vont bien passer deux fois l'élément mercure de plus 2 à plus 1. J'écris ensuite la formule du potentiel de Nernst. Je dis que le potentiel quelconque, mais en particulier à la frontière, F comme frontière, donc F pour frontière, bien, c'est le potentiel standard, plus 0, je me place bien sûr à 290 Kelvin, plus 0,06 sur 2 logarithme décimal de l'oxydant au carré sur le réducteur. Et ici, simplement, j'utilise le fait la convention de frontière. Donc maintenant, la convention de frontière me dit à la frontière, il y a égalité des concentrations des espèces en solution. Donc d'après la convention de frontière, j'ai Hg 2 plus à la frontière qui vaut Hg 2 plus frontière. Hein, c'est la convention, ça. Et donc il me reste simplement une seule entité. Hein, c'est comme si vous avez x carré sur x, donc il vous reste x. D'accord ? Maintenant, on peut déjà aller voir la valeur à la frontière pour ce couple-là. Donc on est ici. Donc on peut par exemple
retenir une frontière autour de 0,85 volts. Ça ne paraît pas aberrant ici de proposer 0,85 volts. D'accord? La valeur exacte n'est pas très importante, mais mettons ici 0,85 volts. Alors il reste un dernier calcul, c'est... Alors attention, compte trigger, maintenant il faut trouver la valeur qui est ici. Alors, si on dit que la concentration de travail, c'est la concentration totale en mercure en solution, en termes d'éléments mercure, je vais donc écrire que C de T. Alors ça va se partager, le mercure se partage entre les deux ions possibles. D'accord? Comme ceci. Mais il apparaît clairement que pour cette entité-là, eh bien, chaque fois que vous avez l'entité Hg2, il y a deux éléments mercure. Donc, ceci en termes d'éléments mercure, hein, si on se passe bien en termes d'entité élément mercure, on doit mettre ici un facteur 2 et ici un facteur 1, hein, ce facteur 2 qui est dû à ce 2 qui est ici, d'accord? Et donc, à la frontière, les valeurs sont égales. Et je vois donc ici que j'ai 3 fois, en fait, Hg2 de plus à la frontière. D'accord? Hein, encore une fois, je me suis placé dans l'idée que, enfin, dans la convention qui était proposée, en l'interprétant en disant que la C de T représentait la concentration en éléments mercure. Et donc, dans cette entité-là, il y a deux éléments mercure. Donc, si vous avez 1 mol par litre de cette entité-ci, ça fait 2 mol par litre en éléments mercure. Voilà, une fois qu'on est ici. Et donc, j'en déduis que la concentration de Hg2 à la frontière, c'est C de T sur 3. C'est-à-dire 10-2 sur 3 mol litre moins 1. Maintenant, j'en déduis donc que si je résous la question, ça me fait que E0 recherché, d'accord, pour ce couple ici, c'est donc le 0,85 moins 0,06 sur 2 log de 10-2 sur 3. Voilà pour le résultat. Et si on fait l'application numérique, on obtient 0,92 volts. Bon, on a beau changer un peu la convention de frontière, ça ne change pas grand-chose, d'accord, mais on a le résultat qui est ici. Maintenant, de la même façon, je passe donc le couple entre le l'ion et le métal. D'accord? Donc toujours pareil ici. Voyons, on passe d'un degré d'oxydation plus 1 à 0. Mais vu qu'on le fait deux fois, pour deux entités, il y a forcément deux électrons. D'accord? Et je pars de la même façon, le potentiel de frontière qui vaut le potentiel standard plus. Et là, bien sûr, l'espèce est à l'état liquide, donc son activité vaut 1. Et donc, on a simplement la concentration de l'ion qui va intervenir. Et donc, dans ce cas de figure, d'accord, à la frontière, eh bien, la totalité du mercure est sous la forme d'ion. Mais attention, Hg2 de plus, donc en toute rigueur, si vous avez mis 1 mol par litre de mercure dans de concentration dans la solution, vous voyez bien qu'en termes de cette ion-là, vous n'en pouvez en avoir que la moitié parce qu'il a besoin de deux entités mercure pour se former. Donc on aura la convention de frontière qui vaudra que la valeur C de T sur 2. Et maintenant, si on reporte, j'en déduis que le potentiel recherché, potentiel standard, pardon, recherché, ce sera le potentiel frontière moins 0,06 sur 2 logarithme de 10-2, la concentration de travail sur 2. Et pour le potentiel frontière, donc on est ici, bon, j'ai retenu, je crois, 0,72, hein, c'est une valeur qui est possible, c'est pas forcément, on va dire un peu différemment, mais c'est une valeur, je pense, envisageable. Donc là, je vais 0,72. Et si ici vous mettez 0,72 volts, vous faites le calcul et on arrive à 0,79 volts. Voilà pour les potentiels standards. Bon, voilà, les conventions sont un petit peu plus délicates ici, mais on y arrive quand même. Ce qui complique la chose, c'est qu'en fait, on a ce facteur 2 ici. Voilà. Ensuite, on vous demande de trouver la constante d'équilibre qui est associée à la réaction entre l'entité dans le domaine A et l'entité dans le domaine D.
Donc si on regarde bien, c'est bien entre l'ion-mercure qui est ici et puis l'oxyde ici. Et donc je peux écrire cette réaction-là. Donc on est sur une réaction, disons, acide-base, d'accord? Donc je pars de l'ion, j'obtiens le mercure. Pour équilibrer, je remets des molécules d'eau pour équilibrer les oxygènes. Et ensuite, avec 2H+, je vérifie qu'on a bien l'équilibre sur les charges, l'équilibre sur le mercure, l'équilibre sur l'oxygène et l'équilibre sur l'hydrogène. Pour la constante d'équilibre, lorsqu'elle est définie, lorsque le solide est présent, eh bien, vous pouvez écrire, donc ça, je peux l'écrire quand le solide est présent, là, c'est quand le solide est présent. D'accord ? Et c'est bien sûr le rapport des activités, mais en fait ici vous avez une concentration et ici aussi, donc concentration des produits, activité des produits surréactifs, les autres espèces ont une activité qui vaut 1, et à la frontière, donc maintenant ça c'est valable quand le solide est présent, mais en particulier je peux dire que c'est aussi valable pour le cas d'équilibre à la frontière, d'accord ? Et enfin, je peux dire que à la frontière, c'est frontière. Je peux rajouter également que à la frontière, eh bien, la concentration de l'ion vaut encore la concentration de travail, car un seul grain de solide formé. Donc on peut dire que la quasi-totalité du mercure est encore en solution. Voilà. Et donc maintenant, ça me fait donc K0 égale, pour la concentration de l'ion, je mets C de T. Et pour la valeur de H+, il me suffit d'aller lire sur le document et on peut raisonnablement choisir une frontière à pH 2, donc une concentration H+, qui vaut 10-2. Alors le pH frontière sur le document, je vais l'écrire ici, pH frontière égale 2. Donc ça fait 10 moins pH frontière au carré. Et donc finalement, 10 moins 2 au carré sur 10 moins 2, on en déduit donc une constante K0 qui vaut 10 moins 2. Voilà, donc toujours pareil. La constante d'équilibre est définie à partir du moment où le solide existe, et en vous mettant à la limite de la frontière, vous pouvez dire que toute l'entité est encore en solution, et donc l'assimiler à la concentration de travail pour sa concentration, et lire le pH de frontière sur le graphique. Okay. On vous demande ensuite la pente de la frontière entre B et D. Donc B, c'est l'ion qui est ici, et D, c'est toujours l'oxyde. D'accord, donc on passe de l'oxyde vers l'ion, on passe d'un degré d'oxydation 2 pour le mercure à 1, et on le fait 2 fois, d'accord, et ça on fait ça, mais on fait fois 2, d'accord, moins 1, d'accord, parce qu'on perd 1 degré d'oxydation, et 2 fois, parce qu'il y a 2 mercures, d'accord, d'où le 2 électrons échangés, mais sinon on peut vérifier, d'accord. Une fois que vous avez mis, vous mettez 2 pour équilibrer les éléments. Ensuite, vous avez 2 oxygènes que vous équilibrez avec 2 molécules d'eau. Ça fait 4 hydrogènes qui apparaissent sous forme 4H+, et les 2 électrons pour équilibrer les charges. Voilà. Tout est convenable. Et donc, on sait, je ne vais pas en faire trop, d'accord, mais vu qu'on a ici un 4 et un 2, on sait que la pente sera moins 0,06 fois le nombre de protons sur le nombre d'électrons. Bon, il suffit d'écrire la formule de Nernst, je passe rapidement là-dessus, d'accord. Et le point important, c'est que c'est l'unité à la fin, il ne faut pas oublier l'unité, d'accord, en volts par unité de pH. Donc on trouve une pente de moins 0,12 volts par unité de pH, on peut se reporter au document. On part ici de 2 avec un potentiel qu'on a fixé autour de 0,85, quelque chose comme ça, et on arrive à un potentiel de 0,72, vous voyez, et on a à peu près gagné, il me semble, une unité de pH. Donc on a après une descente de 0,13 volts par unité de pH qui semble tout à fait correspondre à la précision du graphique. Voilà, donc toujours pensez à vérifier aussi sur le graphique, vous pouvez vérifier que ce n'est pas aberrant ce que vous avez trouvé. Voilà l'idée. Ensuite, une dernière partie sur un peu de cinétique. Donc on considère la réaction de réduction.
qui en fait va oxyder l'élément fer et réduire l'élément mercure selon la réaction écrite ici, d'accord? Et on suppose qu'il existe une loi de vitesse écrite comme ceci, d'accord, avec des exposants P et Q à trouver pour les entités où sont présentes le fer et le mercure. Alors on vous demande à quoi on peut penser pour un suivi spectrophotométrique. Alors je n'ai pas forcément d'idée sur les couleurs des ions mercure en solution, mais on sait par exemple que Fe2+, ça fait une solution aqueux, c'est une solution qui est vert pâle, et Fe3+, aqueux, c'est une solution qui ça fait jaune orangé. Donc en fait, on peut penser qu'un suivi spectrophotométrique est sûrement adapté pour ce genre de réaction. Bon, ça paraît un choix tout à fait envisageable, d'accord? C'est pas forcément le seul, mais c'est un choix qui paraît tout à fait envisageable. Il faudra vérifier bien sûr les spectres de chacune, voir quelle est la longueur d'onde à privilégier, mais avec une loi de Beer-Lambert, ça semble relativement exploitable. Ensuite, l'objectif pour terminer, c'est d'essayer de déterminer les ordres P et Q qui sont indiqués ici. Alors, on propose 2 séries d'expériences. Une première expérience où on vous donne pour une unité de temps qui est arbitraire, donc initialement jusqu'à la fin, au bout d'un temps très long, et puis pour différents temps intermédiaires, on vous donne l'évolution de la concentration de l'ion mercure, et pareil pour une autre réaction. Et à partir de là, il faut essayer d'extraire les valeurs de P et Q. Alors bon, on voit bien que dans la première expérience, si je me reporte ici pour l'instant, bon, il apparaît assez clairement que les concentrations sont égales, d'accord? Ici et là, vous avez 0,1 mol par litre. Et si on reprend ici, on a les mêmes coefficients. Donc on part avec des concentrations égales pour les mêmes coefficients. Dans l'expérience 1, on est sur le cas du mélange stoichiométrique. Et on sait que pour un mélange stoichiométrique, si les concentrations sont égales au départ, elles le resteront par la suite. Donc on voit que les réactifs ont leurs concentrations sont égales. Donc si les concentrations sont égales, vous voyez que la relation Fe2 plus P Hg2 plus Q, je peux l'écrire Hg2 plus P plus Q. Voilà, et ça c'est égal à moins 1,5. Si je reprends ici, ça fait moins 1,5 de l'évolution de la concentration en ion mercure. Voilà. Et donc ici, on peut accéder à l'ordre global. Si on arrive à faire des expériences, enfin, on va traiter les expériences, on doit pouvoir accéder à l'ordre global P plus Q. C'est la méthode du mélange stoichiométrique. Ensuite, dans la deuxième expérience, il apparaît clairement que la concentration en ion fer est très supérieure à la concentration de l'autre réactif, d'accord, d'un facteur 1000. Donc on est dans la méthode de dégénérescence de l'ordre où on peut supposer que la concentration en ion fer sera quasiment toujours égale, à, disons, à 1 millième près à sa valeur initiale. Donc je peux remplacer concentration Fe2+ par concentration Fe2+ 0, ce qui me fait apparaître une constante apparente. Et je me retrouve finalement avec comme seul inconnu la concentration de l'entité avec le mercure, d'accord? Et ici, je pourrais donc accéder à l'ordre Q. Et on est sur la méthode de dégénérescence de l'ordre. Maintenant, il s'agit simplement d'essayer d'extraire le plus rapidement des tableaux le résultat, sans faire trop de cas pour cet oral qui durait que 30 minutes quand même. Enfin, 30 minutes de préparation sans doute. Et donc on peut rappeler rapidement que si vous avez une loi de vitesse de type V égale K à puissance P, c'est bien à ceci qu'on a pu se ramener avec ces méthodes-là. Bon, il est assez facile de démontrer, vous vous souvenez bien que si vous prenez P égale 1, vous aurez en gros moins D2A sur dt égale KA, et donc une intégration en logarithme, et donc en général on essaie de montrer que ln de la concentration en A, éventuellement sur A0 si on le souhaite, est une fonction du temps. Et la pente nous permettant d'accéder en général à la constante de vitesse. Et si P est supérieur à 1, eh bien, quand vous allez intégrer, bon, par exemple, si vous mettez 2, vous aurez D de A sur A carré, et donc il y aura une primitive en 1 sur A, d'accord? Donc par exemple, pour P égale 2, la primitive est en 1 sur A, pour P égale 3, la primitive est en 1 sur A au carré, etc., etc. Donc si P est plus grand que 1, il s'agit en fait de tracer 1 sur A puissance P moins 1 en fonction du temps. Alors, le traitement Python peut être assez rapide, en fait, parce qu'on vous fournissait juste le début du tableau, on fournissait ça, en fait, dans le document Python fourni pour le temps initial et les temps 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire les valeurs qui sont là, 0, 1, 2, 3. On vous remettait dans un tableau NumPy, on vous remettait les valeurs, vous voyez, du rapport R1, ce que j'ai appelé R1, c'est-à-dire le rapport de Hg de 2+, sur la valeur initiale, 1, 0,5, 0,33.
Donc c'est ceci que vous aviez dans l'énoncé du sujet. Alors l'idée en fait, c'est pas de faire des grandes théories, c'est juste de se dire, ben, je vais essayer de représenter en fonction du temps soit le log des valeurs, soit 1 sur les valeurs à une certaine puissance. C'est ce que j'ai fait là. Alors j'ai un peu coupé le code, mais enfin en gros ce que j'ai fait c'est, je reprends en fonction du temps, le temps en fonction, donc la NumPy, vous pouvez directement appliquer des fonctions dessus. Donc je prends le log qui, donc je peux essayer de tracer avec le log. C'est peut-être d'ailleurs plutôt log de 10, mais le log, excuse-moi, le log c'est bien ln. Hein. Si vous avez besoin du log de 10 le log représente bien ln ici. En Python, ça serait log 10 qu'il faudrait écrire pour avoir le log décimal, mais c'est bien le ln qu'on trace. Donc vous voyez ici, je fais bien t en fonction du log de R1, et donc j'aurai bien le logarithme des valeurs des concentrations. Ensuite, si je fais, encore une fois, la valeur constante, on s'en fiche, parce qu'en fait, bon, ça sera juste en facteur, d'accord, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est bien de prendre le logarithme de l'expression. Ensuite, je peux tester avec de tracer non pas les concentrations, mais l'inverse des concentrations, ce qui fonctionnerait pour un ordre 2. Là, je vais tester l'ordre 2. Et si je teste avec, en prenant ces valeurs, mais 1 sur au carré, donc je prendrai le tableau, je ferai 1 sur et je prendrai au carré, comme j'ai montré ici, eh bien, je testerai en fait l'ordre 3. Hein, comme l'ordre 3 correspond à tester la puissance 2 au dénominateur, l'ordre 2 la puissance 1 au dénominateur, et l'ordre 1 correspond à tester en abscisse le logarithme. Voilà, donc il suffit de taper ça et ensuite on n'a plus qu'à faire apparaître les courbes. Donc j'ai fait ça pour l'expérience numéro 1. Donc pour l'expérience numéro 1, c'est ce que j'ai fait sous Python. Ça c'est donc le résultat de la première courbe, la deuxième courbe et la troisième courbe. Bon, j'ai un petit peu mis quelques petites choses pour faire apparaître des tracés, des titres, mais peu importe. Donc on voit bien que bon, il apparaît assez clairement que sans faire des grandes théories, ici on doit avoir un, ça c'est une droite, d'accord. Bon, on peut constater que les points s'alignent bien sur une droite. On pourrait essayer de déterminer un coefficient de régression linéaire, mais enfin bon, je pense que ça c'est déjà pas mal. On voit bien que l'ordre 2 paraît beaucoup plus acceptable que les ordres 1 et 3. Alors vous me direz, ça aurait pu être aussi un ordre 2,5 ou je ne sais pas. Bon, effectivement, ça aurait été plus compliqué, mais enfin, l'idée de base était quand même essayer de tasser des ordres simples, 1, 2 ou 3, ça peut être plus compliqué. Dans ce cas-là, il aurait fallu affiner un peu la recherche. Pareil pour l'expérience 2. Bon, pour l'expérience 2, je fais exactement la même chose. Ah oui, juste, donc je fais ça à ceci, mais pour l'expérience 1, on se rappelle que l'expérience 1 nous donnait accès à P plus Q. Donc j'en déduis que P plus Q vaut 2. Et je refais la même chose, donc pas avec les valeurs ici, hein, je refais la même chose, mais avec les valeurs du tableau 2. Donc après, j'ai fait un deuxième tracé avec les valeurs du tableau 2, qui me permet d'accéder à Q. Et donc je fais les tracés, et ben, je constate que ce qui marche bien ici, si je regarde les courbes, d'accord, c'est ici que ça marche bien. On peut espérer avoir des points qui s'alignent sur une droite. Donc je retiens que l'expérience 2 qui me permet d'accéder à Q, eh bien je retiens Q égale 1. D'accord. Donc finalement, si vous avez P plus Q égale 2 et Q égale 1, ça vous fait forcément, bon, Q égale 1 et donc P égale 1 également, pour la conclusion des ordres partiels par rapport à chacun des réactifs. Donc vous voyez que finalement, on peut aller assez vite, quoi. Bon, je ne dis pas qu'à l'écrit, il faudra faire plus long, effectivement, bien expliquer, le coefficient de régression, etc., ce que vous tracez, mais là, on pouvait sans doute tenter assez rapidement de ce genre de tracé pour accéder assez rapidement au résultat. Donc si on conclut, finalement, en cinétique chimique, alors bien sûr, il n'y avait pas l'expérience en elle-même, mais il y avait les principaux cas particuliers que vous êtes amené à considérer, le mélange stoichiométrique, la générescence de l'ordre, des tracés de fonctions assez classiques. Indiquez toujours bien ce que vous tracez, parce que souvent vous dites, bon, on fait une régression linéaire, mais indiquez bien ce que vous représentez en abscisse et en ordonnée, d'accord. Qu'est-ce que vous tracez en fonction de quoi, d'accord. Et après, vous vérifiez si ça s'aligne ou pas sur une droite. Donc l'exercice était intéressant pour ça, il faisait revoir les méthodes assez classiques. Bon, quelques questions assez classiques sur les pentes, sur des constantes d'équilibre. Des constantes, c'est pas exactement ici une constante de solubilité, mais on s'en rapproche. Et ensuite, déterminer des potentiels de frontière. Donc bien faire attention qu'en général, hein, le point important, c'est au-delà de la convention particulière de l'exercice, bien faire attention qu'en général, le potentiel de frontière n'est pas le potentiel standard. Il y a des petites corrections qui sont des corrections de quelques centièmes de volt, mais il faut en tenir compte et en tenir compte avec les conventions proposées dans l'énoncé qui peuvent. Là, c'est un exemple de convention, il peut y en avoir d'autres, d'accord. Il ne faut pas forcément toujours prendre ceci. En général, ça vous savez bien faire, les questions de nombre d'oxydation, faites juste attention de bien justifier. Si vous avez des espèces au même degré d'oxydation, pensez bien quand même à apporter un élément d'explication en termes d'acide base, souvent, pour pouvoir conclure.
Voilà l'idée. Et puis là, c'était quand même pas trivial parce qu'il fallait quand même aller chercher assez loin, d'accord? Il fallait aller jusqu'au la couche F, ce qui n'est quand même pas habituel. Voilà, je vous remercie.